Et quand vous faisiez donc votre travail par la télémédecine, pouvez-vous expliquer comment vous procédiez pour arriver à faire, si vous voulez, à faire un diagnostic complet et aussi comment vous faisiez le suivi au travers de la télémédecine? Alors, quand on faisait de la télémédecine, si vous voulez, moi, au travers de mon groupe, on avait un médecin, un informaticien spécialiste de big data. On a interrogé le groupe. Au début, on était 15 000, je crois. Ça, c'est tout à fait au début pour savoir qu'est-ce que c'est que cette maladie. Et on a demandé aux gens quels sont vos symptômes. Et au fur et à mesure des réponses, on a identifié une quinzaine de symptômes et on a créé notre propre test. C'est-à-dire qu'après, on l'a mis en ligne et on a vérifié si les symptômes, quel était le pourcentage de chacun de ces symptômes. Donc, si vous voulez, avec ce test, on a identifié les 10 principaux symptômes avec leur fréquence. Donc, à partir du moment où on avait ça, quand on était en téléconsultation, à partir du symptôme décrit par le patient, on pouvait avoir une idée à peu près 80% de la positivité ou non de la maladie. Donc au début, on a commencé, parce que les tests PCR et tout ça, c'est très difficile. Il faut savoir que le gouvernement français n'a pas validé de tests PC, de tests biologiques, que juste il y a 3 semaines. C'est-à-dire que de partir du 15 mars au 1er mai, on n'avait pas de tests validés. Donc, il n'y avait pas de tests remboursés et pas de tests validés. Donc, ça a été vraiment un travail clinique au départ. Et à partir de ce travail clinique, on fait demander des tests PCR qui n'étaient de toute façon pas fiables, des sérologies qui n'étaient de toute façon pas très fiables. Par contre, ce qui a été le point de diagnostic vraiment très très important, ça a été le scanner des poumons. Parce que le scanner des poumons montrait des images de verre dépoli, et ça signait le diagnostic. Okay. Donc, on n'a pas hésité à demander des scanners, avec les tests de dépistage, on a très souvent demandé des scanners, et ce sont les scanners qui ont fait le diagnostic. Okay. Pouvez-vous expliquer ce groupe de 15 000 membres que vous mentionnez, en quoi consiste-t-il? Comment est-ce qu'il a été créé là? Alors, ce groupe, il a été créé le 14 mars, c'était un samedi soir. J'ai un ami informaticien on commençait à entendre parler. Le lendemain, c'était des élections municipales et on savait qu'on allait être confinés. Et il me téléphone le samedi soir à 10 heures du soir, donc on n'était pas sortis, personne ne sortait, on sentait qu'on ne pouvait pas aller au restaurant, c'était compliqué de sortir. Et il me téléphone, il me dit, je suis angoissé, je suis inquiet. Et comme c'est le virus, ce Covid-19 est un virus à symptomatologie ORL, et que j'en avais vu beaucoup à ma consultation, je lui répondais à toutes les questions qu'il me posait, en fait. Et si j'ai ça, et ça. Et puis, donc, il a vu que j'avais quand même une certaine connaissance. Et il m'a dit, lui, il était très anxieux, il m'a dit, mais tu sais, il faudrait qu'on fasse profiter plus de monde de ses connaissances, il faut qu'on puisse se parler, parce que plein de gens sont angoissés, et je suis sûr que ça pourra aider les gens. Et c'est comme ça que ça a commencé, il m'a dit, on va créer un groupe, parce que si les gens sont comme moi angoissés, eh ben, ça va les rassurer, ça va leur permettre de mieux avancer dans leur pathologie. Et il a eu raison, parce que dès qu'on a ouvert le groupe, au début, on était les deux. Après, vous savez, ça partage. On est monté à 5000 très rapidement, en 3 jours. Et donc, j'ai dû faire appel à d'autres médecins, parce que je ne pouvais plus répondre, parce que le principe de ce groupe, c'est que quelqu'un pose une question, il a une réponse médicale dans les 5 minutes. Donc, c'était pour les membres quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il pouvait être 11 heures du soir, ils me disaient, je suis essoufflé, j'ai mal là, qu'est-ce que je dois faire? Et ils avaient une réponse. Et donc, j'ai dû faire appel à d'autres médecins, et rapidement, on s'est trouvé 4-5 médecins, maintenant on est 10. Et le nombre de membres aussi a augmenté, jusqu'au moment où on est arrivé à 23 500, on a fermé le groupe. On l'a rendu privé, il n'est plus public. Parce que ça sert à rien, parce que si on est 100 000, on peut plus répondre. Déjà que là, on a besoin des 10 médecins, on a fermé le groupe. Donc,
là, le groupe est fermé. On peut encore s'y inscrire, mais on reçoit de moins en moins de demandes, parce que les gens savent, on ne peut plus partager vous savez, les publications, tout ça. Et donc, voilà, donc c'est comme ça que c'est né. Et ça a tout de suite pris, et, je vous dis, en 3 semaines. Alors après, comme j'ai fait appel, j'ai une copine qui est médecin en Tunisie, qui est venue avec moi dans le groupe pour répondre aux questions. On a commencé à parler de la Tunisie. Et donc, après, elle nous faisait des points sur la situation en Tunisie. Donc, ça a attiré des Tunisiens. J'ai une copine qui est journaliste en Israël. Je lui ai demandé des points sur la situation en Israël. Elle nous faisait des news tous les jours sur la situation en Israël. Même chose au Maroc. Donc, on s'est retrouvé avec 1500 Tunisiens, 800 Marocains. Il y avait 1200 Israéliens. Enfin, les gens s'agrégeaient un peu de partout. Et ça a fait comme ça, c'est parti, et on est maintenant 25 000, 24 000. Voilà. Et Ok. c'est un groupe qui vit encore, même si le Covid est en phase de passer, mais il y a des gens, il y a des séquelles. Donc ça, c'est le groupe Facebook. Expliquez-nous peut-être comment vous êtes arrivé à cette approche thérapeutique, parce qu'évidemment, au tout début, j'imagine que vous étiez dans le brouillard. Alors comment est-ce que ça s'est éclairé? Comment est-ce que vous avez aussi coordonné ou échangé vos connaissances avec d'autres médecins pour arriver à cette approche-là? Alors, il faut dire que dans cette affaire, les réseaux sociaux ont été capitaux. C'est dans cette Covid, la victoire revient aux réseaux sociaux. Parce que sans les réseaux sociaux, je ne sais pas comment ça serait passé. Parce que si on reprend l'historique, l'OMS dit en janvier ou février, il va y avoir une épidémie de Covid. Le traitement, c'est le Doliprane. Et donc, quand cette information sort, bon, tout le monde, personne ne tient compte de cette information sur l'épidémie, mais quand l'épidémie arrive, la seule chose qu'on retient, c'est le Doliprane. Donc, les instructions des scientifiques en France, des hautes sociétés savantes, c'était donner du Doliprane. Et donc, les patients téléphonaient au SAMU en disant je m'étouffe, je suis essoufflé, et ben, prenez du Doliprane. Alors, ils en faisaient compter jusqu'à 20. S'ils arrivaient à compter jusqu'à 20, et ben voilà, vous n'êtes pas essoufflé, prenez du Doliprane, vous viendrez quand vous ne pouvez plus compter jusqu'à 20. Donc, si vous voulez, nous, on était au début, quand on avait arrêté de consulter, parce qu'on nous a dit, vous êtes plus compétents pour traiter les Covid, on a arrêté, nous, on a eu peur. Et donc, on voyait nos patients, nos amis qui nous téléphonaient, je suis sous Doliprane, je suis sous Doliprane. Et on vous demandait aux gens, ils allaient à l'hôpital, on leur disait, prenez du Doliprane, revenez quand vous êtes essoufflé. Et puis, à un moment, on a vu que nos amis, ils se retrouvaient en réanimation, quoi. On a eu un cheminement qui a été assez catastrophique. Excusez-moi. Et donc, le problème qui s'est posé, c'est qu'à un moment, c'était plus tenable. Nous, en tant que médecins du terrain qui soignons depuis 40 ans, je soigne des grippes, entre autres, c'était plus tenable. On ne pouvait plus s'imaginer rester passif devant les patients. Ce n'était plus possible. Donc, à un moment, on s'est dit, on va rouvrir les consultations, arrêter de suivre les instructions du gouvernement, ni antibiotiques, ni rien. La chloroquine a été retirée de la prescription, on ne pouvait plus prescrire de chloroquine. Donc, on s'est mis en fait à suivre le traitement de Raoult, puisqu'on s'est dit c'est le seul traitement qu'on nous propose vraiment, avec un essai sur 40 patients, mais au moins un essai, quelqu'un qui a voulu soigner les gens. Et on a commencé à donner de l'antibiotique de Raoult, qui est l'azithromycine. Donc, en fait, chacun a commencé tout seul, et puis il y a des médecins, notamment dans l'Est et dans le Grand Nord, qui ont été attaqués avant nous, qui ont sorti des séries carrément avec des 90, 100 patients, 200 patients, où ils ont traité avec un antibiotique, deux antibiotiques. Donc tout ça, ça nous a rassurés et renforcés dans l'idée qu'il ne fallait pas rester passif devant les patients, qu'il fallait les soigner et qu'il fallait les soigner rapidement. Et ne pas attendre qu'ils aillent en réanimation et d'être essoufflés et d'avoir besoin d'oxygène et bientôt d'être mis en réanimation. Donc voilà comment le cheminement thérapeutique s'est fait. On s'est basé au départ sur Raoult, sur nos connaissances de la grippe, parce que nous, quand même, le Covid-19, c'est une grippe
particulière entre guillemets, quoi. Cette coronavirus, bon, c'est quand même à base, c'est quand même une pneumonie virale. Et on s'est mis à traiter comme ça les gens à base de l'antibiotique de Raoult. Et puis quand la situation était sévère, on n'hésitait pas à donner deux antibiotiques, surtout chez les